Bonjour à tous. Quand un enfant ne grandit pas tout à fait comme on s'y attend, c'est vrai, ça peut vite devenir une source d'inquiétude. Mais alors, comment les médecins mènent-ils l'enquête? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer étape par étape leur raisonnement. C'est une sorte de voyage fascinant au cœur de la biologie du développement. Allez, pour bien comprendre, voilà le plan de match. On va d'abord poser les bases, c'est quoi une croissance normale. Ensuite, on verra quand est-ce qu'on parle de ralentissement. Puis on plongera dans le concret, l'examen du médecin, toutes les causes possibles. Et pour finir, comment tout ça s'organise dans un parcours de diagnostic. Allez, on y va. Bon, avant de parler de ce qui cloche, il faut déjà être d'accord sur ce qui est normal, en fait. C'est la base de tout. Alors, première étape, à quoi ça ressemble une croissance classique depuis les premiers jours jusqu'à la fin de l'adolescence? Alors il faut tout de suite oublier l'idée d'une ligne droite et régulière. La croissance, c'est pas du tout ça. C'est bien plus une course en plusieurs étapes. Pensez-y. Il y a un démarrage sur les chapeaux de roue dans le ventre de la maman, ça continue à fond jusqu'à 3 ans. Ensuite, on passe en vitesse de croisière, beaucoup plus stable, avant le grand sprint final de la puberté. C'est vraiment un rythme en plusieurs temps. Et puis, en plus de ces phases, il y a un autre indice hyper important, la génétique, bien sûr. Il existe une petite formule, toute simple, qui utilise la taille des deux parents pour donner une estimation. C'est ce qu'on appelle la taille cible. C'est pas une prédiction exacte, mais c'est une sorte de boussole qui aide à voir si la trajectoire de l'enfant est cohérente. Ok, donc on a notre modèle de croissance normal en tête. Maintenant, la question c'est, à quel moment est-ce qu'un ralentissement devient un vrai sujet de préoccupation? Voyons un peu comment les médecins, eux, définissent ce qu'est un retard de croissance. Et là, la définition clinique est très claire. Ce n'est pas juste une question d'être le plus petit de la classe. Non, un retard de croissance, c'est soit une taille qui est vraiment statistiquement bien en dessous de la moyenne pour l'âge et le sexe, soit, et ça c'est peut-être le plus gros signal d'alarme, c'est une cassure dans la courbe, quand la vitesse de croissance ralentit ou décroche subitement. Mais attention, là c'est super important. Un simple chiffre ne suffit pas à poser un diagnostic. Faut bien avoir en tête que 2,5% des enfants qui sont en parfaite santé se trouvent naturellement dans cette zone basse des courbes. Donc, ce chiffre, c'est juste un indice, une alerte. Ça montre bien que c'est tout le contexte et le suivi dans le temps qui comptent vraiment. Alors, concrètement, s'il y a une inquiétude, que fait le médecin? Quelles sont les toutes premières étapes de son investigation? Eh bien, le travail de détective commence par un examen clinique vraiment complet. Le médecin va absolument tout passer en revue. Bien sûr, il y a les mesures de base, la taille, le poids, l'IMC, mais il va aussi regarder de près les proportions du corps, l'état nutritionnel, le développement des muscles, le stade de la puberté. Bref, il cherche le moindre petit indice qui pourrait le mettre sur une piste. Et cet examen, il est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'orienter la suite, en ouvrant la porte à tout un tas de causes possibles. Et vous allez voir, la liste peut être assez longue. Oui, parce que les raisons derrière un retard de croissance, elles sont hyper variées. Ça peut être d'origine génétique, comme le syndrome de Turner, ça peut venir d'une maladie chronique, par exemple la maladie cœliaque, ou des soucis aux reins. Ça peut aussi être un problème hormonal, comme un manque d'hormones de croissance, ou, plus simplement, ça peut être ce qu'on appelle une petite taille familiale, tout simplement héritée des parents. Bon, face à un tel éventail de possibilités, on peut se demander comment les médecins font pour s'y retrouver. Comment ils naviguent dans ce qui ressemble un peu à un labyrinthe pour trouver la bonne réponse. C'est la grande question, évidemment. Avec autant de pistes, par où commencer? Eh bien, la clé, c'est d'avoir une approche super structurée, une vraie méthode. Et pour ça, ils suivent une sorte de feuille de route, un organigramme bien précis. Le principe est assez simple en fait. Une fois l'examen clinique terminé, l'enquête va prendre l'un des deux grands chemins possibles. Tout va dépendre si une cause saute déjà aux yeux ou si, au contraire, le mystère reste entier. Voilà les deux chemins. Soit la cause n'est pas du tout évidente et dans ce cas, on commence par des examens de première intention. C'est un peu comme si on jetait un filet assez large pour dépister les causes les plus courantes. Soit, à l'inverse, l'examen clinique a déjà mis le doigt sur une piste très précise et là, on va directement à des tests spécialisés de deuxième intention pour aller confirmer ou infirmer cette suspicion. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la courbe de croissance d'un enfant, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un graphique. C'est une histoire qui s'écrit. Et tout le travail du médecin, c'est d'apprendre à la lire, à décrypter chaque chapitre. C'est cette lecture attentive, étape par étape, qui permet de comprendre ce qui se passe et bien sûr d'agir de la bonne manière si c'est nécessaire.